passé nos 10 dernières minutes à s'écharper un petit peu, j'adore ce mot, sur la VOD contre le physique. Parce que je trouve ce débat est vieux comme le monde, mais il a jamais été autant d'actualité. Parce que là, on l'a vu, ça sort au cinéma, en VOD, on sait pas. En tout cas, on sait que ça finira sur une plateforme de VOD. Et là, on est parti pour 10 ans de VOD. Après 10 ans, il y aura quoi ? Eh ben écoute, c'est à toi de me le dire, toi qui es si malin. Je souhaiterais que Nostradamus, qu'est-ce qu'il veut ce soit notre débat. Non mais voilà, et est-ce que vous... Alors moi je suis très attaché au physique uniquement pour les Blu-ray, les jeux vidéo c'est autre chose, donc pour les films. Est-ce que justement, on a un avenir? Pourquoi pour les Blu-ray et pas pour les jeux vidéo ? Parce que le Blu-ray, ça a un côté objet culturel qui est... Alors, pas les jeux vidéo ? Si, le jeu vidéo est de la culture, mais pour moi, j'ai un attachement plus grand au support physique sur un film. C'est ma question, c'est parce pas que, la peine de reformuler je t'explique pourquoi. Putain, qu'est-ce qu'il a T'as dit Zemmour, là. Non, c'est pas ça, c'est juste que un jeu vidéo, quand je vais le finir, je vais pas le relancer. Alors qu'un film, je sais que je vais pouvoir le regarder plusieurs fois. La semaine dernière, t'as dit je vais certainement acheter le Blu-ray, mais je pense que je le regarderai jamais, mais c'est juste pour avoir l'objet. Alors du coup, j'aimerais savoir quelle est la cohérence et la consistance des propos qu'on se force à écouter chaque semaine. C'est vrai, t'as raison. C'est la fin de cette émission. Merci les amis, c'était cool. Super débat. Merci Vincent. Non, mais t'as tout à fait raison. Moi, j'aime l'objet aussi en tant que tel. J'aime bien avoir. Mais est-ce que ça veut dire que tu respectes moins l'industrie vidéoludique que par le jeu vidéo, qui a pourtant des budgets similaires et dont souvent les franchises de l'un inspirent les œuvres de l'autre et le corollaire est vrai. Donc j'aimerais savoir pourquoi autant de mépris pour. Écoute, c'est pas du mépris. C'est juste qu'il faut faire des choix aussi au bout d'un moment. Ah oui, j'ai la réponse. Putain, j'avais la réponse en plus. C'est parce que en fait, je t'explique, c'est très feignant. C'est juste que, et tu vas me dire, oui, mais à la VOD, oui, je t'emmerde. C'est juste que je t'emmerde d'avance. C'est juste que je te pré-emmerde. Un jeu vidéo, ça me fait chier. En fait, j'aime bien passer d'un jeu vidéo à l'autre très vite. Et si je dois me lever de mon canapé pour aller chercher la disquette, la disquette. La disquette. Le mec et là, le débat a été clos. Au moment où il a dit disquette, après avoir fait des guillemets, si je dois aller chercher le truc de jeu, la cartouche ou la galette, quoi, pour aller mettre dans le. Ah, ça me casse les couilles, tu vois, c'est juste ça. Tu vas me dire, mais la VOD, tu peux passer d'un à l'autre. Oui, mais la VOD. Je note que l'imitation. C'est juste que, oui, il y a la VOD, mais la VOD, c'est moins bien encodé, je suis désolé, qu'un Blu-ray où je vais avoir du plaisir à regarder un Blu-ray. Ton argumentaire de la semaine dernière, et j'ose imaginer que ce que tu nous as dit il y a 7 jours soit encore valable aujourd'hui, dans quel cas je regretterais profondément d'avoir assisté à l'émission de la semaine dernière. Oui. Admettons que tu achètes des objets pour la beauté de l'objet sans avoir l'intention de les regarder, et c'est-à-dire que tu trouves moins beau un Blu-ray qu'un disque de jeu vidéo. Non, quand je dis disquette de jeu vidéo, pour le jargon que tu quand connais. je dis de pas avoir l'intention de la regarder, c'est deux objets achetés où tu n'as pas l'intention de les utiliser. Non, c'est ton propos. J'ai toujours l'intention de les utiliser et de les regarder. C'est juste qu'il y a des films, moi, que j'ai acheté il y a 2 ans, que j'ai toujours pas regardé parce que voilà, mais je sais que je les regarderai. Et si on fait la même chose avec les jeux, du coup? En fait, je les achète pas parce que 70 balles le jeu, au bout d'un moment. Mais c'est souvent le même prix, non? C'est pas le débat, c'est pas quelle est la morale de Guillaume Lescar, désolé. Non, mais c'est un élément fondamental pour essayer de comprendre pourquoi il y a une sacralisation de l'objet. Et est-ce que, parce que je sais que tu vas argumenter dans ce débat sur un argumentaire pseudo-technique de la supériorité technique. C'est pas pseudo-technique, c'est officiel. C'est juste. Peut-être. Mais attends, on va laisser Vincent. J'aimerais savoir en tout cas s'il y a une sacralisation de l'objet au-delà de la technique, et c'est pour ça que je te pose des questions. Oui, complètement, à 100%. Vincent. Moi, je peux peut-être venir en aide à Guillaume, sachant que moi, je suis plus support physique aussi, pour 3 raisons. Comme tu l'as dit, il y a l'encodage. C'est vrai qu'on n'est jamais trop sûr de la manière dont sont encodés les supports VOD sur les plateformes de streaming. Pour le côté esthétique, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir cette petite collection de physique. Et parce qu'il y a des bonus dans les supports physiques, il y a des trucs que tu trouves pas forcément sur les plateformes de Netflix. Moi, je sais que j'aime bien regarder les scènes coupées, j'aime bien regarder la technique, comment ça a été réalisé, et ça, c'est des trucs que je ne peux trouver qu'en achetant mes Blu-ray, mes 4K, mes supports physiques, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on voit derrière toi une super édition de une série que j'aime pas trop, mais Kaamelott, qui est une super série. Derrière toi en Blu-ray. Je te montre parce que j'en suis fier. C'est le boîtier avec l'intégrale de GOT. Et à sa sortie, il est lourd. Ah d'accord. Fais des pompes, il ramène. Je sais pas quoi te dire, mais. Alors c'est magnifique ce coffret. On fait du Blu-ray porn, mais regardez ça. C'est très joli. C'est du bois total. Il est sorti à la fin pendant la diffusion de la saison 8, à la toute fin de la diffusion de la saison 8. Donc il y a les 8 saisons qui sont retracées par des. Incroyable ce coffret.
C'est beau, hein. Par des disques. À la sortie de ce coffret, il y en avait que 1000 dans le monde et on a eu l'occasion d'en avoir un à Hero. Bon, aujourd'hui, il y en a bien plus, ils en ont refait. Mais il est numéroté, celui-ci ? Non, il n'est pas numéroté. Mais je l'ai volé. Sachez qu'en partant de Hero, je l'ai volé. Je l'ai pris. Clippez ça. Pour la marée chaussée. Et donc voilà, il y a des héros et puis des anti-héros. Chaque saison est représentée par un cache comme ça, là, tu vois. Donc là, c'est la saison 1, par exemple. Et chaque saison, dessus, est représentée par les dessins qu'il y a. Donc, c'est beau, putain, mec. Il y a la tour où Bran tombe, etc. dans la saison 1. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil. Dans la saison 6, par exemple, t'as le corbeau avec le feu grégeois, tous ces trucs-là, etc. Et à la fin, quand tu regardes... Est-ce qu'il y a une grosse merde dans la dernière saison qui est écrite, qui est dessinée dessus ? Ouais. Tous les personnages déçus, c'est qui tire la tête, chelou. Voilà, plus. Qu'est-ce qu'on a dans la saison 8 ? C'est vrai qu'on a complètement oublié Game of Thrones suite à la saison 8 et du coup ce coffret n'a certainement pas eu le succès mérité parce que c'est devenu la série de la honte Game of Thrones. Plus personne n'en a jamais reparlé après la saison 8. Et je l'avais dit 3 saisons avant. Même ça, c'est pas grave. Ça c'est fantastique parce que quand tu mets du coup toutes les saisons à l'intérieur, ça forme, fait un diorama. Ça forme toutes les familles autour du trône de fer et ça c'est juste génial. C'est excellent. Ouais. Incroyable. Donc c'est très beau, je trouve que ça contribue parfaitement au débat de quelle est la différence entre l'art et le marketing et ce coffret est un élément qui permet de comprendre qu'on n'a pas la réponse parce que c'est à la fois de l'art et du marketing. Moi c'est tout le temps la question que je me pose, c'est à quel point on me prend pour un con quand si j'achète une édition limitée parce que c'est en fer forgé, est-ce que c'est pas juste une connerie quoi? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas c'est une connerie mais c'est pas grave. Oui, mais il y a des fois il y a des idées qui sont tellement bonnes que tu as envie de considérer ça comme quelque chose que tu as envie de t'approprier. Bien sûr. Encore une fois, je trouve que la limite elle est là, est-ce que dans ma tête j'achète de l'art ou est-ce que dans ma tête j'achète du marketing et je suis le dindon de la farce pour prendre une expression qui va avec le mot écharpé qui est le thème de ce débat. Donc, voilà, moi bien souvent malheureusement j'ai l'impression de me faire avoir en achetant des éditions limitées ou pas et c'est pour ça que j'en achète pas mais je comprends vos arguments. Je me rends compte moi que depuis plus de 10 ans maintenant je n'ai que des supports numériques et pour l'argument que tu donnais des jeux vidéo, je l'ai pour moi aussi. J'ai chez moi juste une Shield et j'ai accès à tous mes films, tous mes trucs. Et à la limite, je préfère acheter un film en édition digitale et le mettre sur un serveur Plex ou un truc comme ça. Mais en tout cas, j'ai rien contre le fait de payer. Mais je veux pas avoir d'objet à mettre. Je veux pas avoir lecteur Blu-ray. Je trouve que c'est pas beau. Je trouve que moi j'adore. J'ai pas de console plus que ça. Après, oui, je suis d'accord avec vous. L'argument de l'encodage est encore valable aujourd'hui, bien que même si les bitrates sont pas équivalents à du Blu-ray, il y a de la très bonne qualité et des très bonnes choses de fait sur les plateformes qui poussent même des technologies comme le Dolby Vision qui sont pas encore au point sur les Blu-ray officiels. Donc l'argument est en train de disparaître et nul doute qu'il va complètement disparaître dans peu de temps où il y aura une supériorité certainement technique des plateformes qui commenceront à mettre de la 8K là où la norme Blu-ray 8K verra peut-être jamais le jour parce que c'est des normes qui vont disparaître. Donc en tout cas, on verra. Je sais pas. Je vais vous dire un truc peut-être un peu provoque et polémique, mais en fait un des arguments phares de dire j'ai besoin d'avoir l'objet physique, c'est genre j'achète une fois puis je l'aurai toujours le film, j'aurai toujours moi, alors que tu vas dire ça va se rayer, tu vas dire ça. Non, je vais pas dire ça. Je comprends cet argument là parce que c'est vrai que on l'a vu par exemple sur Netflix très souvent, on a des films sur Netflix qui sont très bien puis on veut les revoir et ils sont plus dans le catalogue. Exactement. On l'a donné comme exemple il y a encore un quart d'heure avec Disney Plus qui prend en star et donc du coup en fait maintenant si t'es pas abonné à Disney Plus, il y a plein de films qui étaient sur Netflix ou de contenu, tu peux plus y avoir accès. Donc on est hyper dépendant d'un modèle économique qui est mouvant et qui a tendance à nous coûter toujours plus cher. Donc je comprends l'argument, mais je vais vous dire un truc tout con, en fait je pense que les œuvres sont toujours disponibles sur les plateformes illégales et c'est ce qui me rassure en fait. Quelque part je me dis tous les contenus, j'ai pas la nécessité de me dire il faut que j'ai cette œuvre là parce qu'un jour elle pourrait disparaître et elle pourrait être censurée. On en avait parlé aussi quand Disney je crois avait décidé de cacher ou de flouter certaines scènes de films, ça c'était certaines scènes de nu où on avait eu ce débat là sur Splash des trucs débiles quoi où tu te dis en fait du coup en n'ayant plus de support physique définitif on est sujet à ce que les œuvres puissent être mouvantes et au gré des époques etc et des envies de censure et de modification des œuvres originales des diffuseurs. Donc achetons les œuvres et protégeons-les. Je pense qu'il y aura toujours une communauté pour les mettre en ligne même si ce n'est pas légal. Ça me rassure de me dire qu'il y aura toujours des gens qui sur leur disque dur auront les œuvres. Après je trouve un moyen comme je veux de les payer ou d'avoir ma conscience tranquille, mais en tout cas je pense pas que les œuvres vont disparaître à partir du moment où quelque chose a existé et a été diffusé. Grâce à l'immense communauté internet il y a toujours moyen de la trouver. Laurent, toi on t'a pas écouté sur ce ni entendu sur ce sujet. Il faut vraiment que j'aime l'œuvre pour que j'achète la version physique collector. Chez toi j'ai vu par exemple des vinyles.
Ouais, j'étais ultra fan de l'album de Justice et ils avaient sorti une édition collector de mais l'album. pour autant, tu écoutes Justice sur Spotify. Genre, c'est des objets qui ont été achetés par sacralisation de l'objet plutôt ouais, c'est par ça. Oui, non, mais c'est plus des par trophées quoi. Ouais, c'est plus par amour pour l'artiste, pour le jeu vidéo, pour le film. T'as envie d'avoir un produit culturel en plus chez toi qui vient décorer ton appart parce que t'étais absolument fan d'un artiste ou d'un film. Et je sais que moi j'avais des éditions collector sur des anneaux à l'époque quand c'était sorti. C'était les versions longues qui duraient 4 heures avec tout un tas de bonus, mais incroyables. Les appendices qu'ils appelaient. C'était complètement fou et je rejoins ce que disait Vince là-dessus, c'est que moi j'aime bien aussi savoir comment est-ce qu'ils ont créé les armes, les costumes et en fait t'as toute une plongée des making-of qui sont incroyables et que tu trouves pas sur les plateformes de Moi streaming. j'ai adoré les contenus tiers, les making-of et compagnie sur l'avènement du DVD. On est de la génération qui a connu ça, qui est passé de la VHS au DVD, qui a apporté ça exceptionnel et c'est vrai que j'en ai bouffé du making-of et à un moment donné je me suis lassé et ça correspondait à peu près au moment où ces films-là ont été mis alors à la base pas en VOD par abonnement comme Netflix, c'était LimeWire acheté à l'acte, mais tu vois, je pense cette que grosse époque piratage et puis achat à l'acte et c'est vrai que j'avais plus envie de regarder les bonus. Aujourd'hui même tu vois sur Disney+, j'avais commencé assez passionnément le making-of de Mandalorian, j'ai vu 2 épisodes ou 3 et puis finalement j'ai pas continué parce que pourtant c'est bien fait et c'est très bien et j'ai envie de le continuer, mais c'est vrai qu'il y a tellement de contenu et tellement de trucs qui pop partout qu'en fait il y a toujours un truc en retard. En fait aujourd'hui dans une angoisse permanente. Quand t'avais juste les objets, bah t'achetais puis tu regardais. Aujourd'hui on fait dans une angoisse permanente de pas avoir vu le truc qu'il faut voir ou de passer à côté et du coup je sais plus comment gérer ça. Je trouve qu'on est dans une époque qui est très complexe et pardon ça sort un peu du débat, mais où il y a énormément de contenu et t'as toujours l'impression d'avoir loupé quelque chose, tu sais pas quoi regarder. En même temps on cherche des contenus mainstream, donc ça nous ramène aussi aux grandes heures de la télé, de TF1 que tout le monde regarde etc. On cherche des contenus que tout le monde a vu, genre le jeu de la dame par exemple est l'exemple là-dessus où enfin il y a un truc où à la machine à café au boulot tu peux parler d'un truc que tout le monde a vu et c'est pour ça que c'est pas parce qu'il y a plein de plateformes et plein de contenus qu'il n'y a pas des contenus de masse qui font la culture collective et je trouve que c'est fondamental pour qu'une société s'entende sur des valeurs, il faut qu'il y ait des œuvres communes et la culture a un rôle fondamental à jouer là-dessus. Donc il y a tous ces débats là qui se mélangent en moi et je trouve que paradoxalement notre temps d'attention a été diminué. Je me rends compte que chez moi devant ma télé j'ai beaucoup de mal à regarder un film de 2 heures. On en a parlé je crois la semaine dernière. Au cinéma je rangeais mon portable et je me forçais à regarder 2 heures sans y éprouver pour autant de facilité mais chez moi j'ai plein de distractions et plein de contenus et la moindre faiblesse d'un contenu me fait zapper sur un autre et il faut vraiment que je me force à regarder jusqu'au bout, donc c'est complexe. Et toi Guillaume, est-ce que tu achètes aussi les éditions physiques des séries qui sont disponibles? Non, alors moi de base je ne sur les plateformes de VOD. Alors de base je ne suis pas série. Après, s'il y avait. Si, il y a toi qui es grand. C'est exactement ce que j'allais dire. The Mandalorian, il sort demain en Blu-ray. En édition ultra collector. Voilà, j'attends la collector et je l'achète. Je le sais. Ok, d'accord. Je l'achète de suite. Ok. Bien sûr. sûr. Parce que ça répond à notre éternel débat aussi que finalement la série c'est juste des grands films aujourd'hui. Et alors, il y a ça. Et n'oubliez pas aussi, les amis, un Blu-ray, vous l'achetez, il est à vous. Netflix, vous achetez le droit de regarder. C'est 2 choses complètement différentes. Le film ne vous appartient pas. N'hésitez pas à répondre dans le sondage, dans le chat. Team physique versus VOD. Pour l'instant, on est plus sur team physique. On va lire un petit peu parce que moi j'ai un argument imparable pour le Blu-ray. Ce que nous dit les gens dans le chat, on a Janine qui nous dit pour le physique, il faut un endroit où placer les DVD. C'est pas toujours beau. Faut le lecteur, ça prend de la place. C'est vrai que les deux. Voilà. Moi, chez moi, j'ai l'impression que c'est moche. J'ai l'impression que c'est une étagère qui prend la poussière. Chez vous, je trouve ça super bien. J'aime. Voilà. Chez moi, c'est chez joli. vous veulent dire quelque chose parce que vous y avez mis des œuvres qui. Et t'es fort parce que t'es jamais venu chez moi encore. J'ai vu des photos. D'accord, ok. AK47 et toi, Laurent, vous avez un point commun puisque vous avez la même édition du vinyle de Justice. Mister Mana qui nous dit aussi pour moi, bah ouais, c'est le boss. Aussi pour moi, Mister Mana qui nous dit l'achat d'un support physique, c'est surtout l'achat d'un contenu de valeur sûre. J'achèterais sans y penser la trilogie des Retours vers le futur, mais je n'achèterais pas un DVD pour un film que je ne connais pas. Pour moi, la VOD c'est plus de la découverte, comme les locations de DVD à l'époque. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, j'ai Dalou PC qui nous dit j'ai poussé la perversité à regarder un film en VOD, me dire ah bah c'est bien, et il l'a acheté ensuite en Blu-ray. Ça c'est quand même vachement bien. On nous dit aussi Mister Mana qui continue là-dessus. Après, dans une période où on visionne en masse, je comprends l'attrait non négligeable des VOD. Voilà, tout le monde est un petit peu d'accord. En fait, dans votre raisonnement, finalement, ne trouve grâce à vos yeux qu'essentiellement les éditions limitées, parce qu'encore une fois, il y a sacralisation de l'objet. Exactement. Et en fait, vous achetez des œuvres que vous avez aimées parce que symboliquement vous voulez les avoir près de vous. Mais en termes d'usage, je trouve que l'argument technique, moi j'ai encore envie de support physique pour des films qui sont en 4K ou qui sont en Ultra HD parce que je sais que je vais voir la supériorité technique. En revanche, pour des Blu-ray un peu lambda, je vois peu la différence entre un HEVC 15 mégasecondes de Netflix et un Blu-ray à 40 mégas. Non, 72 mégas. Oui, mais H264, donc je la vois peu. C'est du MPEG 4.
Oui. Donc voilà. MP4, H264 et VC1. Je la vois peu et elle est peu visible et je pense que c'est exactement le même. Moi je la vois. Je vais te dire en quoi je la vois. Je me permets. Parce qu'on a fait la comparaison avec ma chère et tendre tout à l'heure. On a regardé WandaVision et au début, tu as le générique du MCU. Est-ce que tu as Netflix en 4K ? Non mais attends, je t'explique. Moi, j'ai comparé deux sources. J'ai regardé, c'était pas Netflix, c'est Disney+, mais bref, Disney+, en HD, en Full HD, et ensuite j'ai regardé mes Blu-ray en Full HD. Donc même comparaison. Bah ok. oui, mais du coup non, je pense pas. Mais si, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'image, ok, en vrai, tu vois pas de grande différence. Mais le son, mec. Rien à voir. Le son est tellement mieux encodé. D'un côté, tu as WandaVision avec tout est assez plat. Enfin, c'est ok. Oui, parce que et tu mets la galette et là, tu as le même générique de Marvel et tu as des frissons qui sautent sur toi. J'ai mal testé parce que moi, j'ai pour le coup Disney+ en Dolby Vision. Et en Atmos. Oui, mais ça c'est très bien. Mais il faut que ce soit bien encodé. Après, voilà, non, mais c'est bien encodé. Pour le coup, je pense pas être en capacité de voir une différence fondamentale. Or, je comprends l'argument sur de la Full HD. Effectivement, alors, par exemple sur Netflix, la Full HD, elle est capée à 5-6 mégas. C'est pas beau. Dans les noirs, on voit que ça gribouille dedans. C'est pas beau. Pour un 4K 15 mégas HEVC, on est dans des codecs qui sont bons et qui sont travaillés. Oui, c'est bon. On est dans du Dolby Atmos aussi. Et donc, même si c'est pas du Dolby Atmos avec je suis d'accord, hein, le son il est 10 fois plus pourri en encodage. Mais ça reste très acceptable. Bien sûr. Et je sais pas moi si pourtant je suis quand même très technophile, j'aime ça. Mais tu vois, j'ai fait un test hier, c'est un sujet un peu tiers, mais on parle de son. Par exemple, Spotify s'apprête à lancer une offre Spotify hi-fi. Il y a un site internet qui propose de faire des tests. J'ai fait ce test. Et le test est un peu, alors il y en a plusieurs, je sais pas si on a fait le même, mais en gros moi, le test de Tidal, c'est chiant. C'est genre t'as un extrait de titre qui s'appelle X, voilà, et t'as un A et un B et tu dois déterminer celui qui est la référence. Est-ce que c'est le A ou le B? Et le A ou le B, c'est soit un son encodé comme normal, sur Spotify, quoi, soit un son haute qualité. Je l'ai fait avec le dernier casque Sony à réduction de bruit, etc. C'est super dur de faire la différence. C'est très difficile, je me plante et j'ai arrêté parce qu'en fait je me suis dit en fait je vais pas dépenser 15 balles de plus par mois pour ça va dépendre des morceaux. Pas 9 fois sur 10. Sur de la musique classique et sur des musiques où il y a beaucoup de voix, je trouve qu'on voit la différence. Ouais, après sur l'électro, ça passe. Sur ce que j'écoute, en fait, c'est 9 fois sur 10 que je ferais pas la différence. Et souvent, si je la fais, c'est aussi parce que ça a été assez mal encodé au sens où il y avait possibilité de faire mieux avec le même codec. Oui, c'est pareil en vidéo. Et c'est là où je trouve que Netflix est très fort. Ils ont une vraie politique d'optimiser au maximum. C'est pas toi chez toi comme on faisait à l'époque les DivX ou je sais pas quoi. C'est pas toi chez toi qui réduit le débit et puis tu fais un truc à l'arrache. Ils font 1 milliard d'encodages. Oui, ils font des comparaisons ça très bien, avec leur master. Ils appliquent des filtres et tout. Enfin, c'est les experts de l'encodage. Donc l'argument technique, même pour des technophiles, il est pas si évident. Et bien sûr, on est sur une inégalité en fonction des gens. J'arrive, Vincent. Vincent Mana qui nous dit niveau qualité, la connexion joue aussi. La connexion, l'abonnement choisi. Et effectivement, c'est un peu dégueulasse de dire si t'as pas une télé et un 4K, on n'est pas à égalité. Très bonne télé HD ou un Projo HD, en fait, tu vas pas bénéficier de la 4K, alors que la 4K, même sans profiter de la résolution, apporte un plus énorme en termes de débit et de piqué de l'image, etc. Donc je suis d'accord, on est totalement inégaux et surtout dans une période comme le confinement là où Netflix avait fait quelque chose de dégueulasse, c'est-à-dire de mettre des flux capés à 7 mégas, c'était inregardable. Sur des documentaires par exemple comme Notre Planète qui est magnifique, toutes les scènes d'océan, etc. C'était inregardable. Vincent, toi tu voulais dire quelque chose? Je trouve aussi, en quittant un petit peu l'aspect technique, que c'est aussi une question de mettre en avant la culture, d'influence de la culture, c'est ça le mot que je cherchais, d'influence de la culture, parce que moi je me rappelle à l'époque où j'étais très jeune, que je regardais mes premiers films en c'est l'époque où cassette. T'étais un héros ou pas? Non, j'étais pas très jeune. Même avant. Je devais avoir 10-11 ans, Floris. Mon frère avait déjà une petite collection et lui, il a connu l'époque où il allait dans les vidéoclubs pour louer des DVD ou quoi. Et quand on se faisait des petites soirées cinéma entre nous, déjà, il y avait un aspect convivial où il allait sortir la boîte de DVD qu'il avait d'un film comme ça. Et intentionnellement, quand j'étais petit, je me disais, si mon frère est là en DVD, c'est que ce film, il devait être bien parce qu'il avait déjà ce côté un petit peu collection. Et c'est à partir de ça où moi, personnellement, je sais que j'ai développé un petit peu ma culture ciné à partir des films que lui, il avait sur son étagère, tu vois. Et ça m'a permis de trouver un petit peu le cinéma qui me plaisait. Tous les films qu'il avait sur son étagère, c'était des grands frères films. de Vincent dans cette émission, qui était l'air plus intéressant que Vincent, par exemple. Mais non, n'importe quoi. Non, mais Vincent, je trouve que tu as très raison. Et je remarque ça quand
moi, quand quelqu'un va chez moi, il remarque de suite la bibliothèque. Faudrait pour ça être invité. Non, il remarque de suite la Blu-ray-tech et on va parler. Moi, je vais lui montrer. J'ai des extraits de pellicules, j'ai des trucs. Enfin, voilà. et ça va apporter ta passion chez des gens qui au final, imagine, on a tous Netflix, personne ne se démarque. Enfin, c'est pas très intéressant. Après, alors que Laurent, par exemple, pratique le viol culturel. C'est-à-dire quand il a envie de te montrer une série, tu vas chez lui, il t'invite à bouffer, il te met le premier épisode de la série, alors que t'as pas du tout envie de la voir. C'est le boss. C'est du viol culturel, c'est-à-dire que t'es contraint de regarder le premier épisode parce que t'es chez lui, et après t'engraines et voilà. Je me suis fait avoir pour plusieurs séries comme ça. Je ne le regrette pas parce que c'était toujours des très bons choix, donc c'était à la fin consenti, mais en tout cas au début c'était quand même une agression. Typiquement Game of Thrones, je suis allé chez lui, c'est viol culturel. Premier épisode et deuxième épisode, j'ai été forcé de la garder par Laurent, et après je me suis tapé les 8 saisons avec la fin qu'on connaît, donc c'est. Et pour ça, ne me remercie pas. Alors, avant de passer aux commentaires qui sont très intéressants sur le chat, moi j'ai un dernier argument dont tout le monde se fout, mais qui est indispensable. Le seul moyen de regarder des films en 3D, c'est en physique. Ça, je suis d'accord avec toi. Les gars, désolé, mais légalement. Il a réussi à placer 3D dans son émission. Exactement. Checklist. Non, mais mine de rien, c'est un vrai argument. Si tu veux voir un film en 3D à l'expérience salle, elle est possible qu'en Blu-ray. Sacrifice du Dolby Atmos pour le coup, puisqu'en tout cas tous les films de la 4K, sont c'est soit la 4K. Enfin, il y a des arbitrages techniques, mais je suis d'accord avec toi. Pour ce format 3D, il n'y a pas eu de choix, à part peut-être quelques expérimentations chez Canal, mais qui sont en gros pas du tout dans la norme et assez dégueulasses. M6 avait fait un test, ils avaient passé Alice au Pays des Merveilles en 3D sur un autre canal de la TNT aussi. Mais voilà, ça n'a donné rien parce que les gens de foot aussi diffusés, mais avec c'était pas bien. Roland Garros très bien, par contre en 3D ça avait été testé. Voilà, il y a eu des trucs, mais bon, ça a pas pris parce que déjà les gens étaient pas au courant qu'ils avaient des télé 3D, beaucoup au bout d'un certain moment, et puis ceux qui l'étaient n'avaient pas envie de mettre des lunettes. Ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà. L'argument est pour la HD, pour la Ultra HD aussi. L'argument technique est encore valable. Je pense que ça va se réduire avec le temps parce que plus ça va et plus les plateformes vont être pertinentes. Et encore une fois, on l'a souvent vu, et l'exemple de la 4K en est un bon. Les premiers contenus 4K existent sur les plateformes de streaming avant que la norme sorte en DVD, en Blu-ray. Et donc du coup, les plateformes sont souvent en avance techniquement. Il y a déjà des vidéos en 8K sur YouTube, et on aura très vite sur les différentes plateformes. Donc l'argument technique il va s'effacer au profit de ces plateformes-là. Au fil du temps. Pour moi, c'est surtout un débat de est-ce que j'ai envie d'avoir des objets qui représentent ma culture ou pas. Moi, j'arrive à m'en passer, mais je comprends tout à fait. Il y a un dernier truc, on finira peut-être avec ça. Il y a Janine qui a raison, qui représente un peu aussi le grand public, et c'est pas péjoratif de dire ça, qui nous dit après vous êtes des passionnés, le son, la qualité, perso moi je m'en fous, elle est énervée et le cinéma je m'en fous, elle me dit tant que c'est pas pixelisé à mort, moi ça me va sans problème. Après ce qui dépend aussi c'est le matériel de restitution aussi, c'est sûr que si t'aimes bien qu'on te raconte des histoires mais que derrière t'es pas hyper fan de son et d'image, derrière t'as... oui, ça va très bien. Netflix, la plupart des gens voient pas la différence avec un support Blu-ray parce qu'ils ont Exactement. Il y a quand même beaucoup de gens qui regardent des films avec le son de la télé qui est globalement dégueulasse. C'est catastrophique. Les télé haut de gamme, donc c'est pas fait pour c'est sûr que une télé c'est un écran, voilà, c'est pas fait pour écouter. C'est vrai, mais les gens s'en contentent parce qu'aussi ils ont pas l'éducation visuelle et de l'oreille. L'œil et l'oreille, ça s'éduque. Après c'est presque des névroses aussi. Moi je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à être bien en regardant un contenu quand je sais qu'il existe une meilleure version. Exactement. Si je regarde un film, ça me hante aussi et ça me pourrit le truc. C'est-à-dire que si je regarde un film et que je me rends compte que Netflix a, pour une raison inconnue, de bande passante qui déconne chez moi, je sais pas quoi, et que c'est dans une bande passante qui est pas la bonne ou que c'est pas en 4K, il vaut mieux arrêter. J'arrête, mais sauf que côté à 2 en couple c'est un enfer. C'est un autre débat. Mais je pense que d'ailleurs elle est là ce soir. Il y a des névroses techniques qu'il faut que moi, quand un support existe, j'ai besoin de voir le maximum de ce qui a été fait parce que c'est le plus proche de la vision du réalisateur, parce que c'est le meilleur truc. C'est comme tu joues à un jeu vidéo, quand je peux pas être en paramètres exceptionnels de rendu, c'est casse-couille. Ça me contrarie. Et c'est pas normal, ce sont des névroses qu'il faut soigner. Et je pense que ça contribue aussi au débat de dire qu'il y a une partie des gens qui sont tellement technophiles qu'ils ont envie d'avoir le meilleur rendu. J'ai acheté un système Atmos quand c'est sorti parce que je me disais putain, il existe du Atmos et je peux pas en profiter. Je gâche un moment. Moi j'ai un système de son, je sais que certaines de mes enseignes sont placées sur des petits moniteurs en métal, bref, et sur certaines fréquences ça légèrement ça bzzz, et ça m'énerve, et genre les gens vont s'en branler, mais ça m'énerve. Et moi, c'est insupportable. J'ai noté aussi que certaines fois c'est rentrer en résonance avec un tableau un peu en bois que j'ai qui accroché un mur, et ça fait un léger et ça fait bouger des clous. Mais c'est insupportable. Oui, parce que c'est pas fait pour être. Parce que nous sommes d'abord des gens avec des problèmes. Oui, exactement. Et un problème partout. Ils ressortent sur des trucs un peu débiles comme ça, mais ce ne sont pas nos seuls problèmes. Janine qui continue, qui dit sachant qu'en plus je regarde la majorité de mes films, attention, ça va faire mal au cul, sur mon iPhone
en faisant toujours quelque chose. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont levés pendant 6 mois à 1 an pour faire ce divertissement. Donc qualité son image, je vais pas m'arracher les cheveux si c'est pas top. Voilà. Non mais après on respecte, tout le monde peut regarder les films comme il veut. Je suis hyper partagé là-dessus parce que souvent entre une télé presque normale et un iPhone, l'écran de l'iPhone, s'il est OLED et HDR10, est mieux calibré, donc il a un delta de couleur qui est plus pertinent et une dynamique d'image qui est plus pertinente. Donc encore une fois, si tu mets l'écran près de tes yeux, il y a une densité de pixels et tu peux avoir un meilleur rendu. Après, le gros problème c'est toujours le son, mais si tu regardes avec des écouteurs sur un iPhone, je pense que tu peux avoir une meilleure expérience technique que sur une télévision. D'ailleurs, j'ai dit ça en rigolant tout à l'heure parce que figurez-vous que moi, il y a certains épisodes de séries. Je vais jusqu'à faire la comparaison entre sur mon téléphone et sur mon projecteur. Parce que l'écran le plus neutre est bien souvent sur le téléphone. Alors chez Apple, c'est un peu compliqué la neutralité des images, mais en tout cas, il y a beaucoup de téléphones OLED, alors qu'il y a peu de gens qui ont des téléviseurs OLED, donc il vaut mieux regarder. Enfin, après, c'est. WandaVision, j'ai regardé sur mon téléphone. Ensuite, sur le même épisode, sur mon projecteur, pour me dire, alors attends, quelle est l'expérience là mieux? Alors d'un côté, il y a une meilleure gestion des noirs sur mon téléphone, puisque forcément c'est un écran OLED. De notre côté, t'as l'expérience cinéma et du 5.1 sur mon projecteur. Bon bref. Globalement, je trouve que le projecteur gagne quand même toujours. Bah oui, parce que. Mais ça vaut le coup de voir à quoi ressemble une image telle qu'elle a été masterisée à la base, quoi. Exactement. Enfin bon, les amis. Et essaye de faire les deux. Tu mets ton téléphone dans un coin et tu mets la vidéoprojection, et comme ça, quand tu as envie de voir à quoi ça ressemble vraiment, tu regardes sur ton téléphone. Comme ça, tu sais que tu peux projeter dans ton. Je pense qu'il y a des astuces à trouver. Et Janine, pour conclure, qui nous dit, en fait, je regarde sur l'iPhone pas parce que j'ai pas de respect, mais je sais très bien, Janine, mais parce que j'ai mon tel partout et tout le temps avec moi, donc dès que j'ai envie, hop, je lance. C'est un petit peu avec moi quand je mets le mode navigation privé. Les amis, merci beaucoup. Navigation privée partout. Exactement, partout. C'est bien ce qu'on te reproche.